de nos fonctionnaires, je ne pense pas qu'au plan technique, nous ayons à douter de leur capacité. Mais je crois que le système tel qu'il a été mis en place depuis plusieurs années a flétri les capacités d'éthique et la morale au sein du corps des fonctionnaires. Il s'agira pour nous de prendre les réformes les plus essentielles pour que l'exercice d'une fonction au sein de la fonction publique soit compatible avec les règles qui sont généralement admises dans ce corps. Deuxième question, je vous ai dit dans d'autres circonstances qu'il est difficile en ce moment de bâtir un projet de société ou un programme d'action gouvernementale chiffré. Parce que les statistiques, les chiffres dans ce pays sont réservés, sont couverts d'un fétichisme et réservés aux initiés. Alors, c'est pourquoi la première chose que je ferai, compte tenu de la situation qui est considérablement, à mon avis, qui va être très difficile, ne serait-ce que parce que notre ressource principale a été complètement affectée. Vous savez, la part que prend les ressources dans le budget national. Je pense que dans les 3 mois qui suivront mon accession à la magistrature suprême, je convoquerai les États généraux de la nation. Au cours de ce forum, où toutes les forces vives de la nation seront invitées, nous débattrons de fond en comble de tous les problèmes qui minent ce pays, de façon que nous ayons des orientations ou des directives qui relèvent d'un consensus national. J'entends, si mon peuple me fait confiance, j'entends diriger ce pays sous un mandat d'une transition apaisée et qui fera appel à toutes les forces vives de la nation. Enfin, en ce qui concerne le partenariat, parce que nous aurons besoin, lorsque nous engagerons des actions de développement, de rassurer aussi ceux qui acceptent de venir investir dans notre pays, en faisant que la signature du Congo et la parole des dirigeants congolais soient respectées par eux-mêmes et soient respectées par nos partenaires. Il s'agira de redonner confiance aux entrepreneurs locaux et à ceux qui viennent, à nos partenaires de l'étranger, en regardant avec eux les accords que nous passons, en regardant avec eux tous les textes qui régissent les investissements dans notre pays. Et c'est à ce prix que, parce que ces partenaires, pour moi, sont des gens qui viennent pour nous aider à construire le développement. Pour cela, ils ont besoin que notre justice soit une justice qui les protège, que ce ne soit pas une justice, comme souvent j'ai entendu, parce que j'ai déjà commencé à rencontrer mes compatriotes, il y a plusieurs vitesses dans notre justice telle qu'elle est rendue aujourd'hui. Il faudrait faire que le justiciable, qu'il soit étranger, qu'il soit congolais, qu'il soit riche ou pauvre, bénéficie des mêmes prestations que n'importe qui. Voilà, grosso modo, ce que je pourrais dire. Naturellement, il y a des questions de santé, il y a des questions d'éducation. L'éducation, c'est l'avenir. Et il y a les questions liées au chômage des jeunes. En ce qui me concerne, mon idée première en ce qui concerne le chômage, c'est de préparer les conditions pour que les jeunes, surtout ceux qui ont travaillé, puissent trouver des emplois. Comme dans les pays qui nous ont précédés, je crois que les jeunes peuvent avoir des idées pour monter leurs entreprises. Mais souvent, dans notre pays, ce qu'on observe, la structure du crédit est une structure qui demande qu'on ait des garanties. Mais un jeune qui n'a pas encore totalisé un nombre certain d'années de vie active ne peut pas avoir de garantie. Bon, je sais qu'il y a des ONG
il y a des organisations internationales et qui, dans la matière, m'ont précédé. Moi, je pensais qu'il était possible de créer une banque pour les projets de la jeunesse. Bon, il me semble qu'on a été précédé. Alors le problème pour nous, c'est de savoir, puisque les ONG, les organisations internationales comme le PNUD, comme la Banque mondiale, se sont essayées dans ce domaine-là, alors il s'agit pour nous de savoir pourquoi ça n'a pas marché. Il doit y avoir des raisons pourquoi ça n'a pas marché. Sinon, mon désir le plus ardent pour créer des emplois est de donner la chance aux jeunes. J'ai l'intention, lorsque j'aurai tiré les leçons de tout ce qui a été essayé, soit au niveau des ONG, soit au niveau des institutions internationales et qui sont dans des projets allant dans le même sens, alors je créerai, avec les ressources que nous avons, une banque pour financer des projets de jeunes. Les États-Unis dont on parle aujourd'hui, aux États-Unis, lorsque vous avez une idée et que vous allez la proposer à des financiers, si c'est une idée intéressante, elle est financée entièrement par ces institutions financières. Alors quand même, je pense qu'il faudra mettre des garde-fous, même si nous mettons en place cette banque pour prêter de l'argent aux jeunes. À côté de cette banque, nous mettrons un bureau d'études pour pallier le manque de garantie des jeunes. Ce bureau d'études, et puis à côté de ce bureau d'études, nous allons mettre une institution qui sera chargée de disposer d'une base de données de diplômés sans emploi, des gens qui ont eu l'expérience, de façon que lorsque quelqu'un vient avec un projet, et puis on va labelliser, si vous voulez, quelqu'un qui a une idée, pour éviter qu'on nous vole son idée, on va trouver une espèce de brevet national qui protégera les idées des gens. Parce que nous savons aussi que l'immoralité nous a amené à constater dans ce pays que lorsque quelqu'un a un projet, il dépose son projet quelque part et son idée est volée, donnée à quelqu'un qui a peut-être plus de connaissances dans les appareils qui examinent ce projet, ou alors qui achète l'idée de l'autre. Alors donc nous allons mettre en place, je ne sais pas comment on appellera cela, mais les experts qui nous accompagneront dans notre aventure et trouveront le moyen de protéger. Alors comment ça se passera concrètement? Un jeune vient avec une idée, le bureau d'études regarde cela, on regarde la base de données en même temps que le projet on est en train de le monter, on prépare aussi d'autres, puisqu'on aura puisé dans le vivier de la base de données, tous les cadres qui ont un profil pour rentrer dans ce projet. Et jusqu'au moment où ce projet sera capable de s'auto-rembourser, le bureau d'études progressivement lâchera la main. Voilà une grande innovation que j'aimerais apporter en ce qui concerne le chômage. Bien entendu, nous regarderons dans le secteur de l'agriculture où il y a un gisement d'emploi. On ne va pas demander aux jeunes gens d'aujourd'hui de faire l'agriculture comme nos grands-pères. Alors, au sein de notre équipe, nous pensons que l'héritage de la colonisation a fait que les Congolais ne s'intéressent pas beaucoup à l'agriculture. Chaque fois qu'on a eu ici pendant des années à encourager que les cadres s'investissent dans l'agriculture, malheureusement c'était des cadres qui étaient soit fonctionnaires, soit enseignants, mais qui n'avaient pas totalement le temps de se consacrer à l'agriculture. C'était plutôt un hobby que autre chose, qui ne pouvait donc pas donner des résultats appréciables. Je pense qu'il faut trouver les moyens pédagogiques de faire intéresser les jeunes gens à l'agriculture. Il est possible, comme sous d'autres cieux, qu'on ait peut-être une espèce d'immigration, comment il appelait ça, choisie. Il y a des pays en Afrique et qui sont particulièrement doués pour l'agriculture. Nous pourrions engager avec
le gouvernement de ces pays une espèce de coopération où il mettrait à notre disposition des gens expérimentés, pas nécessairement des ingénieurs agronomes, mais parfois le petit peuple de ces pays, puisque nous avons un exemple éloquent, c'est celui de la Côte d'Ivoire, et qui pratiquement a été dans le domaine de l'agriculture développé par nos frères du Burkina. Il est possible qu'on passe des accords d'une coopération sud-sud dans ces domaines-là, où ça aura l'impact suivant. Le Burkinabé va certainement arriver ici, il sera à pied les 2 premières années, la 3e année, le résultat de son travail, il faudrait que peut-être il serait en moto, et peut-être 10 ans après, il roulerait dans une belle voiture. Et quand les jeunes Congolais verront cela, ils se rendront compte qu'on peut bien gagner sa vie dans l'agriculture. Voilà, grosso modo, il y a des problèmes de santé, parce que vous rédigez mon projet de société, je n'ai pas demandé aux sachants de s'enfermer dans un laboratoire pour pouvoir nous sortir un projet de société. J'ai demandé que leur réflexion parte du questionnement qu'un Congolais moyen a lorsqu'il attend que son gouvernement résolve ses problèmes. Alors, nous sommes encore au stade de la satisfaction des besoins élémentaires. C'est quoi? Manger, se vêtir, se soigner. Pour un chef de famille, vivre, faire des sacrifices, en espérant que la vie de son fils ou de sa fille sera meilleure que la sienne. Donc, le projet de société s'attaquera à ça. Sous d'autres cieux, ils ont dépassé le stade de la satisfaction des besoins élémentaires pour s'attaquer à l'amélioration des conditions de la qualité de la vie. Voilà grosso modo ce que je peux vous dire des défis qui nous attendent de tous, qui devront être relevés. Je n'ai pas parlé de l'école primaire. Nous sommes tous les enfants. Nous, notre génération, est constituée des enfants de l'enseignement public. Le principe, c'est de faire que l'école publique soit la priorité du gouvernement de la République. L'école privée est l'exception. Nous mettrons tout en œuvre pour que l'école publique retrouve sa place. Nous nous battrons pour supprimer les classes bétaillères. Nous nous battrons pour trouver des mesures incitatives pour les enseignants. Parce que comme vous le savez, les enseignants, surtout à l'intérieur du pays, travaillent dans des conditions difficiles. Et souvent, ils ne rejoignent pas leur poste d'affectation. Nous aurons une oreille très attentive sur leurs problèmes. Nous créerons des conditions pour que même dans un petit village où il y a une école, que l'enseignant, au moins, du point de vue de son entretien, vive dans des conditions décentes pour le fixer dans ce village. Et enfin, l'enseignement primaire, je pense qu'il faudrait que nous accordions tout le sérieux au niveau de l'enseignement primaire. Bon, naturellement, il faudrait que la scolarité soit obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Peut-être qu'il faudrait que nous réfléchissions sur la meilleure pédagogie qui ne devrait pas s'adresser seulement aux enfants doués, mais qui devrait s'adresser, qui prendre en compte aussi les enfants qui sont un peu moins doués que les autres. En ce qui concerne l'organisation administrative du pays, nous ferons la promotion d'une véritable décentralisation. Et qui fera que, parce qu'en réalité, la décentralisation, ce n'est pas seulement les ressources. La décentralisation, c'est aussi les cadres.
il faut affecter, si nous voulons une décentralisation, il faudrait que nous fassions l'effort d'affecter au niveau territorial des fonctionnaires de qualité. Une décentralisation ne réussira que si, effectivement, nous envoyons des ordres de qualité. Ça demande beaucoup de ressources, mais ça demande aussi beaucoup de ressources humaines. La décentralisation, je pense qu'elle est absolument nécessaire si nous voulons avoir un développement harmonieux. Je suis sûr que dans notre pays, le jour où la centaine de districts, qu'il y aura une activité bien programmée et que l'on sentira que dans le discours X ou Y, il y a une activité simultanée qui se déroule, je pense que ce sera là aussi le moyen de gommer cette espèce de fracture liée à un tribalisme utilisé abondamment pour des fins politiques. Je pense que s'il y a des activités dans tout l'ensemble de nos districts, et il est possible avec les budgets que nous avons, de mettre des budgets, de faire des projets qui sont gérables au niveau des régions, pour laisser des projets, des grands projets structurants au niveau de la portion centrale. Enfin, la force